Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire et le Ghana unissent leurs forces pour la pérennité de l'économie cacaoyère. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le président ghanéen Nana Akufo-Addo ont officiellement ouvert à Accra un laboratoire stratégique. Cela marque la volonté des deux pays de défendre une plus juste rémunération des producteurs. C'était l'ultime hommage avant la séparation. L'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou, a quitté définitivement les siens. Il a été porté en terre aujourd'hui, vendredi, après la prière mortuaire à la grande mosquée de Bouaké. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour soutenir la famille. Le dossier VDC de ce 20h est consacré au collège de proximité. Depuis une dizaine d'années, on assiste à l'ouverture de nouveaux collèges dans le cadre du CEDD. Au total, 51 établissements ont été construits dans les zones reculées du pays. Mais quels sont les résultats scolaires? On fera le bilan tout à l'heure. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est en visite de travail au Burkina Faso. Il s'est entretenu avec son homologue burkinabé. Les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement à mutualiser les efforts afin de freiner le terrorisme à nos frontières. Soyez les bienvenus sur RTI 1, heureuse de vous retrouver. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé lance ce message depuis Accra au Ghana. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont donc décidé depuis quelques années d'unir leurs forces pour la pérennité de l'économie cacaoyère. Le chef du gouvernement ivoirien et le président ghanéen Nana Akufo-Addo ont inauguré, vous allez voir, le siège de l'initiative Cacao. Ambition affichée, défendre une plus juste rémunération des producteurs. Lansana Bakayoko est notre envoyé spécial au Ghana. Un acte symbolique pour une économie cacaoyère plus forte, l'ouverture officielle du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana, en tant que leader de la cacaoculture, bénéficient encore trop peu de la richesse générée dans la chaîne des valeurs cacaoyères. Cette situation a amené les présidents Alassane Ouattara et Dankwa Nana Akufo-Addo à poser les bases d'une coopération stratégique bilatérale dans une filière très compétitive. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacaoculture durable. L'initiative Cacao est le fruit de la déclaration d'Abidjan en mars 2018 où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont tracé une nouvelle trajectoire en privilégiant la nécessité et l'urgence de trouver une solution durable à l'amélioration des prix aux producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent des réformes, anticipent les chocs et élaborent des dispositifs de rémunération stables. D'autres actions notables qui donnent à la filière cacao une vitalité concurrentielle sont également à signaler. Il s'agit notamment de l'élaboration et de l'entrée en vigueur de la norme ARS 2000. Cette norme panafricaine est jugée beaucoup plus ambitieuse et bien plus complète que la plupart des normes internationales existantes. Il y a aussi l'opération dosado d'arrachage intensif des pieds des cacaoyers infectés par la maladie du Chouelen-Chout, lancée aux frontières Côte d'Ivoire-Ghana. C'est le lieu également de saluer les efforts des équipes techniques du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec efficacité au renforcement et à la consolidation de notre initiative commune. Seul, on va vite, dit un proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin, dit encore ce proverbe. Le Ghana, qui abrite le siège de l'initiative Cacao, est déterminé à garantir l'avenir de l'économie cacaoyère en compagnie de la Côte d'Ivoire. All
Je suis engagé pour le cacao non seulement parce qu'il constitue une richesse importante dans nos économies, mais également il occupe l'essentiel de nos populations. Il nous faut garantir la compétitivité de cette filière majeure. Le défi est d'influencer le marché international à la mesure de notre représentativité. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de l'offre mondiale du cacao. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est en visite de travail au Burkina Faso. Il s'est rendu précisément dans la localité de Niangoloko, à 65 km de la frontière ivoirienne. Téné Birahima Ouattara s'est entretenu avec son homologue burkinabé et les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement à mutualiser les efforts afin de freiner le terrorisme à nos frontières. Konaté Moussa. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en visite de travail à Niangoloko, localité de la région des Cascades, au Burkina Faso, à 65 km de la frontière ivoirienne. Après les honneurs militaires, une séance de travail avec le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Une rencontre en présence des autorités administratives de Niangoloko. Au menu des échanges, la coopération militaire et la planification d'opérations conjointes contre le terrorisme. Un grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les deux ministres de la Défense ont affiché leur engagement à renforcer la coopération sur le plan de la sécurité afin d'assurer la stabilité aux frontières des deux pays. Une autre rencontre a retenu l'attention hier à l'Assemblée nationale, c'est ici à Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était face aux députés pour la ratification du projet de loi portant modification de la loi d'orientation du transport intérieur. Le gouvernement ivoirien veut ainsi renforcer les pouvoirs d'action de l'ARTI pour une meilleure application des tests dans le secteur du transport intérieur. Konaté Moussa, Barnabé Konan pour plus de détails. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à moderniser le secteur du transport. Une volonté traduite en actes grâce à de nombreuses réformes. Au nombre des initiatives, la loi d'orientation du transport intérieur, adoptée en 2014. Cette loi a permis la création de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI. 10 ans après, cet organe administratif indépendant voit ses pouvoirs renforcés. Le ministre des Transports présente aux députés le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant modification de la loi d'orientation du transport intérieur. Nous sommes venus à l'Assemblée nationale pour permettre la ratification donc, de cette loi, ce qui permettra à l'autorité de régulation du transport intérieur, donc, qui a commencé ses activités en 2021, d'avoir plus de pouvoir pour sanctionner, d'avoir plus de pouvoir pour obliger les acteurs du secteur des transports, notamment les nouveaux, en ce qui concerne donc, le transport urbain, les VTC donc, en particulier, mais également faire en sorte que toutes les concessions que nous avons dans le transport intérieur, donc concessions tant dans le transport lagunaire, concessions au niveau du transport terrestre, que toutes ces concessions-là soient respectées. Donc, ce qui nous permet de faire un suivi régulier de l'ensemble des contrats, des concessions que nous avons et de faire en sorte que les engagements qui sont pris par les acteurs de transport, que ces engagements-là soient respectés. Donc, je suis très, très heureux que l'Assemblée nationale donc, soutienne le gouvernement dans la modernisation donc, du transport intérieur en Côte d'Ivoire.
L'une des réformes de la politique de modernisation du transport en Côte d'Ivoire, c'est la vidéoverbalisation, opérationnelle depuis mai 2021 afin de lutter efficacement contre l'incivisme routier. À ce jour, le ministère des Transports enregistre plus de 9 millions de cas de verbalisation. Dans le cadre du permis à points, 229 permis de conduire ont été invalidés. 201 permis de conduire ont perdu entre 8 et 11 points. Tout n'est pas rose dans la vie, malheureusement. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses illustres fils il y a quelques jours. L'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, a quitté définitivement les siens. Il a été porté en terre aujourd'hui, vendredi, après la prière mortuaire à la grande mosquée de Bouaké, dans l'intimité familiale. Kader Sogodogo. Vendredi 19 avril 2024, une journée teintée de tristesse et de recueillement pour Bouaké, le corps sans vie de l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, exposé à la grande mosquée pour la prière mortuaire. Tous sont présents pour vivre ces derniers moments avant l'inhumation. Famille, proches, admirateurs, autorités et hommes politiques. L'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, décédé le lundi 8 avril à l'âge de 71 ans, s'en va à jamais, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur le cœur de ses proches. Nous ici, particulièrement à Bouaké, nous sommes très tristes parce qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion de se retirer d'Abidjan, c'est ici, donc il venait se reposer. Nous perdons un frère, nous perdons un papa qui était de très bons conseils, très discret et qui avait une affection particulière donc pour Bouaké, qu'il repose en paix. Et que donc la femme, Colette et les enfants puissent supporter cette épreuve qui nous touche nous tous. En ce jour de deuil, Bouaké a non seulement dit adieu à un fils et à un sage, mais a aussi rendu hommage à une figure emblématique de la justice ivoirienne. Voilà, et c'est toute la Côte d'Ivoire qui n'oubliera pas cette grande figure de la magistrature. Mamadou Koné a été décoré à titre posthume avant son décès. Il était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été également garde des Sceaux, président de la Cour suprême, président du Conseil constitutionnel. Le reportage d'Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré. Des oraisons funèbres teintées d'éloges à l'égard de l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature ce jeudi. Le président Koné Mamadou s'en va, mais il restera dans le souvenir de ses pairs. Ces derniers ont décidé de l'honorer. Koné Mamadou s'en va, il laisse à chacun d'entre nous un seul message. La probité, l'honnêteté, la sincérité dans le comportement du juge, qui lui-même fait partie de sa déontologie. Le corps judiciaire vient de lui rendre un grand hommage, ce qui nous réconforte, ce qui nous rassure. Et sans être heureux, parce qu'on a perdu quelqu'un, on est réconforté par de tels actes. Cet hommage de la République et cet hommage de ses pairs nous réconforte. Quelques instants plus tôt, la dépouille de l'ex-président du Conseil constitutionnel avait reçu les hommages de la grande famille judiciaire, des hommages également de la part de tous les corps constitués. Au plan de la promotion et de l'indépendance judiciaire, tu as œuvré pour le renforcement de l'indépendance de la magistrature, garantissant ainsi que nos juges puissent exercer leurs fonctions sans ingérence politique. Au plan de la protection des droits fondamentaux, tu as été un fervent défenseur des droits de l'homme et veillé à ce que la magistrature protège les droits et libertés des citoyens. En retour, la famille du brillant serviteur de l'État qu'il fut a eu des mots de remerciement pour l'ensemble du système judiciaire. L'hommage auquel nous venons d'assister de la part de la grande famille judiciaire nous a donné de façon éclatante l'excellente qualité des rapports que notre époux,
notre père et notre frère a eu avec vous au cours de sa totale et pleine vie professionnelle. Vous avez bien voulu qu'après la sépulture, le vrai tombeau de Mamadou soit le corps des vivants. Votre empathique dévouement constitue pour la famille un réel motif de consolation. Une médaille à titre posthume à sa famille et sa toge à sa fille Christelle, magistrate, à elle désormais de perpétuer la tradition. C'est à Bouaké que reposera le président Koné Mamadou. Il sera inhumé demain vendredi après la prière. La cérémonie s'est achevée par une levée de drapeau en présence du haut représentant du président de la République. Voilà, et Koné Mamadou a été justement inhumé aujourd'hui à Bouaké. Notez qu'il s'en va, mais reste dans le cœur de tous. On en arrive à notre dossier vide ici, consacré ce soir au collège de proximité. Ce sont des établissements scolaires construits dans les zones reculées du pays afin de permettre à l'école d'être plus proche des populations rurales. L'idée est claire, favoriser un encadrement efficace pour de meilleurs résultats scolaires. Depuis une dizaine d'années donc, on assiste à l'ouverture de nouveaux collèges de proximité dans le cadre du CEDD. Au total, 51 collèges ont été construits. Mais quels sont au juste les résultats scolaires obtenus? On fait le bilan dans le dossier VDC, signé ce soir, Jamagadi. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, direction Ferré-Mandougou, localité du département d'Odiéné, région du Denguélé. Une bourgade d'environ 1800 habitants où les populations ont accueilli il y a quelques années un établissement scolaire moderne, un collège de proximité. Un type d'école tout à fait normal, mais construit en zone rurale pour permettre une meilleure scolarisation des jeunes élèves et réduire leur exode vers les villes. Bonjour classe. Dans cette salle de classe, Fabrice Kouakou dispense ce jour-là un cours de physique-chimie. La trentaine d'élèves inscrits dans cette classe de 3e composeront cette année le BEPC. Pour les y aider, les professeurs affectés ici sont au préalable formés à l'École nationale supérieure, mais avec une particularité propre au collège de proximité, le système de bivalence des enseignants. Je suis professeur bivalent de profil physique et SVT, et il y a certains de mes collègues qui sont dans les salles là-bas, et ils sont histoire géo français, et il y a français et DAC. Enseigner 2 matières pour combler le manque de professeurs dans les zones rurales, l'un des enjeux majeurs des établissements de proximité, comme celui-ci, construit pour 15 villages. Le nombre moyen de villages pour une école de proximité, une aubaine pour les 45 295 élèves des zones rurales. Autrefois, la plupart d'entre eux étaient contraints de quitter leur famille pour une grande ville, une fois le CPE en poche. Ça nous arrange que nous soyons près de l'école, ça nous évite plusieurs difficultés. Aller loin pour avoir des tuteurs malveillants, tout ça nous fera du mal dans nos études. Non, rester près de nos parents, ça nous évite beaucoup de problèmes. On peut se lever tôt, venir vite aller en classe pour suivre les cours. Ça nous permet de réviser tranquillement. C'est pas de mettre la pression sur nous-mêmes et de bien réviser les cours pour bien suivre, pour donner les meilleurs de nous-mêmes. Des cours sont dispensés à ces élèves dans des installations modernes, au même titre que ceux des grandes villes. Alors, on se verra la semaine prochaine. Le cours de chimie à peine achevé pour Fabrice Kouakou, direction une autre salle de classe. Alors, on va commencer le cours de SVT. Grâce au système de bivalence instauré dans ces collèges de proximité, les élèves peuvent bénéficier de l'ensemble du programme scolaire annuel, ce qui contribue à améliorer leur performance scolaire, comme a pu l'observer le directeur de cet établissement. On a quand même une augmentation du taux de réussite. Grâce au suivi des enfants, nous arrivons vraiment à faire des résultats nettement mieux. De meilleurs résultats grâce à un suivi particulier rendu possible pour les parents aussi. Ils peuvent régulièrement s'enquérir du niveau de leurs enfants grâce à l'informatisation du fichier scolaire. Les collèges de proximité
Une initiative mise sur pied à travers tout le pays. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement entre la Côte d'Ivoire et la France, et qui vise aussi à doter ces établissements ruraux d'équipements de pointe. C'est le cas ici à Banfla, dans le centre-ouest ivoirien. Un autre collège de proximité à la même architecture, où se tient dans cette salle multimédia un cours d'informatique. Des travaux pratiques sur le logiciel Excel. Donc si vous appuyez le bouton que $ sort pas, vous appuyez maintenant Cap Log. Une initiation à l'outil informatique pour ces jeunes élèves en classe de 4e. Avec les cours d'informatique, j'ai appris à travailler avec le logiciel Excel. Et j'ai appris à faire des tableaux, des recherches. C'est la première fois que j'apprends à travailler sur un ordinateur. Nous avons commencé sur un site provisoire avant d'intégrer les locaux du CDD. Ici, nous sommes dans de bien meilleures conditions de travail parce que le CDD nous a équipés. Nous avons reçu du mobilier, des bureaux, nous avons reçu une salle informatique, également du matériel sportif. L'avènement des collèges de proximité est un ouf de soulagement pour les populations de ces communautés villageoises où la déperdition scolaire est courante. Pour scolariser leurs enfants dans des écoles convenables, les parents étaient obligés de les envoyer à Boisflé, à plusieurs dizaines de kilomètres des villages. C'était difficile, même pour qu'on se déplace à aller voir les parents et les élèves à Boisflé, on avait des problèmes, des difficultés, et tu n'as pas l'argent. Et tu vas aussi là-bas, c'est pour louer maison, tout ça. Maintenant, là, il n'y en a plus. Les enfants sont auprès de nous, on s'est débrouillé. Nos enfants, ils étaient petits, Boisflé, c'est vraiment loin. Bon, l'école, là, à côté, on a vraiment le regard sur eux, on les suit. Bon, leur éducation aussi, par rapport aux études, nous, on les suit, quand ils viennent. On essaie de voir vraiment les matières qu'ils ont fait, on essaie de les suivre aussi. Grâce au C2D, l'État de Côte d'Ivoire ambitionne de doter certaines sous-préfectures de collèges de proximité. À ce jour, 51 ont déjà ouvert leurs portes et une dizaine en cours d'ouverture. Ce sont 71 milliards de francs CFA qui ont été investis dans l'éducation de base. À terme, 250 collèges de proximité seront construits et équipés sur toute l'étendue du territoire. Voilà, et on en sait un peu plus sur les résultats obtenus par la construction de ces collèges de proximité. C'était le dossier VDC réalisé pour vous par Jean-Marc Gagui. Nous partons à présent pour les États-Unis où se déroulent les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, qui se trouve à Washington, prend part au 7e forum sur le financement de la santé. Et en marge de cet événement, il s'est entretenu avec la responsable du développement humain à la Banque mondiale ainsi qu'avec d'autres personnalités. Herman Guivet, envoyé spécial à Washington. Réunion du printemps de la Banque mondiale, séance de travail entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, et la responsable du programme de développement humain à la Banque mondiale, Heba El Gaskar. Elle a en charge la coordination des projets et des travaux d'analyse dans les domaines de la protection sociale, de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Au centre de leurs échanges, le projet Ouri, un projet d'identification communautaire cher à la Banque mondiale, projet confié au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. À la demande du président de la République, nous avons opté pour un système d'identification au niveau de la couverture maladie universelle de dernière génération, l'enrôlement biométrique. Et la Banque mondiale a été fortement séduite par ce système d'enrôlement, un système antifraude. Nous travaillons sur ce sujet-là avec toutes les perspectives d'utilisation qui pourraient être faites des données biométriques. Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a ensuite eu une séance de travail muée en partage d'expérience avec le chef économiste de la santé pour l'Europe, l'Asie centrale, autour d'une question majeure: comment étendre l'assurance maladie aux travailleurs du secteur informel. Les objectifs que nous poursuivions, faire des cotisations sociales la première source de financement
de la santé. Nous sommes venus nous imprégner des connaissances de la Banque mondiale qui déjà à Abidjan nous appuie sur comment faire pour que notre économie, qui est dominée par le secteur informel, assez productif, nous puissions prélever à la source des cotisations sociales aussi bien pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. La Banque mondiale non seulement nous soutient, mais va nous appuyer en termes d'expertise pour que ce chantier important que nous avons commencé à Bassam devienne une réalité. Cette rencontre du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, ici à la Banque mondiale, avec les spécialistes sur l'extension de la couverture maladie universelle aux travailleurs du secteur informel, vient ainsi clore la série de rencontres initiées par le ministre dans le cadre des réunions du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Bien entendu, d'autres activités du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, sont prévues. Il s'agira pour lui de rencontrer les personnels de la mission en permanente, ceux de l'ambassade, afin de les sensibiliser sur la complémentaire. L'activité aura également lieu du côté de New York et dans l'après-midi, le ministre Adama Camara rencontrera les communautés ivoiriennes afin de les sensibiliser sur le régime social du travailleur indépendant. Voilà, c'était Herman Guivet depuis les États-Unis. Son reportage a été aussi réalisé par Dramé Lamine. Retour en Côte d'Ivoire où le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, veut mettre fin au sillage illégal. Pour relever ce défi, il est en conclave à Yamoussoukro. Avec ses collaborateurs, il réfléchit à des stratégies efficaces. Laurent Tchagba et les Eaux et Forêts sonnent l'heure du combat contre le sillage illégal. Le pays dispose à ce jour de 5 451 255 hectares de forêt, ce qui représente 17% de sa superficie. Des efforts sont consentis à travers différents programmes de reboisement pour restituer à la Côte d'Ivoire son couvert forestier d'antan. Malheureusement, d'autres pratiques viennent mettre en mal cette ambition. En bonne place, le sillage illégal. Après différents accords à Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne, le temps est venu pour la Côte d'Ivoire de retrousser les manches pour mener le combat contre ces scieurs clandestins. J'ai voulu que nous réunissions pour trouver des solutions durables à ce problème sérieux du sillage illégal qui détruit de plus en plus nos forêts. Et ce phénomène met à mal tous nos efforts et tente à nous faire tourner en rond. Tant ces effets pervers agissent sur la dégradation de nos forêts, nos sols, nos faunes et nos ressources en eau. 2 jours, c'est le temps que se donne Laurent Tchagba et ses Eaux et Forêts pour sortir des résolutions fermes qui vont permettre de mettre hors de nos forêts tous ces scieurs clandestins. Voilà, et c'était un reportage de Kades Sogodogo. Le Massa concentre aussi l'actualité en Côte d'Ivoire. Place à l'instant culture de ce 20h. La 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan a ouvert ses portes le samedi 13 avril dernier et demain, le Massa referme ses portes au Palais de la Culture de Treichville. Plus d'une cinquantaine de pays, 59 pays précisément, y prennent part et la jeunesse est au cœur de cet événement culturel africain. Quel bilan après une semaine de festivités? Nous recevons pour cela le directeur général du Massa, M. Abou Kamaté. Bonsoir, M. Abou Kamaté. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Voilà, le Massa referme ses portes demain samedi, à moins de 24 heures, sinon à quelques heures de la clôture. Quelles sont vos satisfactions? Merci de nous recevoir. Les satisfactions sont nombreuses, mais peut-être avant de les énumérer, j'aimerais juste préciser que le Massa, certes, c'est le Palais de la Culture, qui est le village du Massa, mais ça a été pour cette année un Massa éclaté, puisque dans la même commune de Treichville, nous avions la salle du Yelams, nous étions à Koumassi pendant 4 jours, nous sommes allés
à Yopougon, à l'espace Figayo, au centre culturel d'Abobo, au plateau, nous étions à l'Institut français, à Cocody, nous étions à l'Institut Goethe. Donc, comme vous voyez, c'était un Massa qui a souhaité être partout, autant que possible, donc dans les 10 communes d'Abidjan, donc un Massa éclaté, un Massa populaire. Et le public a répondu présent? Le public a répondu massivement présent. C'est une de nos grosses satisfactions. Mais en même temps, je peux dire que nous ne sommes pas surpris de cette mobilisation du public parce que... Donc on peut avoir une idée du chiffre, hein? Alors aujourd'hui, je peux vous dire... Si c'est demain qu'on referme les portes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 80 000 personnes qui se sont déplacées sur les différentes scènes du Massa, avec un accent particulier à mettre sur la présence de la jeunesse, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous avons été très très heureux de voir que nos salles de spectacle ont été pris d'assaut par les jeunes Ivoiriens. Alors, quel était l'intérêt? Comment est-ce que vous avez senti leur intérêt dans les différentes activités? Un double intérêt pour ma part, un intérêt donc déjà pour les représentations, donc pour les spectacles qui ont été programmés. Ils ont été présents quasiment à tous les spectacles et il nous est d'ailleurs arrivé de refuser du monde pour un certain nombre donc, de représentations. Le deuxième intérêt que j'ai pu noter de la part donc, de cette jeunesse, que je salue encore une fois, c'était sa présence massive dans les rencontres professionnelles, les conférences et les tables rondes. Parce que quelquefois, nous portons ce jugement qui n'est pas finalement vrai, de dire que la jeunesse est plus intéressée par le divertissement que par autre chose. Mais là, la jeunesse ivoirienne, les élèves ivoiriens, les étudiants, les collégiens et les collégiennes ont démontré que l'intérêt aussi pour les débats, pour l'instruction, était quelque chose d'assez important pour eux et ils ont été présents. Et je tiens ici à remercier les établissements scolaires, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse, qui nous a fortement aussi soutenus pour que cette frange de la population s'approprie le Massa. Et je pense que c'est une note d'espoir pour notre pays. Quelles étaient les thématiques développées, puisque vous dites que la jeunesse, vraiment, vous avez senti leur intérêt, leur implication. Quelles étaient les thématiques développées à ces tables rondes, à ces conférences? Alors, nous en avons évoqué plusieurs. Donc, la question de la mobilité des artistes sur le continent, mais aussi hors du continent, c'est un enjeu important parce que nous parlons de la mobilité des artistes, mais on peut aussi parler de la mobilité des Africains aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans ignorer certaines contraintes qui se posent. Et donc, il était important que cette thématique-là soit débattue et que les Africains essayent eux-mêmes de trouver des solutions à cet enjeu. La question du financement donc, des industries culturelles, la question du statut de l'artiste, la question de l'entrepreneuriat, donc a particulièrement intéressé aussi la jeunesse parce que le secteur culturel reste un secteur qui peut absolument absorber, donc, on va dire, qui peut absorber donc, les questions donc, d'emploi dans notre pays, mais pas que. Et c'est aussi un secteur qui est pourvoyeur d'économie, donc des richesses pour le développement de nos pays africains et même d'ailleurs. Et donc la jeunesse a été particulièrement intéressée par cette question. Alors ce sont des sujets pertinents, mais justement, ce n'est pas la première fois qu'on évoque tous ces sujets pertinents concernant par exemple l'immigration clandestine. Peut-être c'est ce que vous vouliez dire aussi concernant la mobilité, c'est ça? Alors dites-nous, comment est-ce que ces jeunes se sont appropriés au-delà des mots, au-delà des paroles, mais dans la pratique? Est-ce qu'après 13 éditions, vous pensez qu'il y a de l'impact au sein de cette population? Je pense qu'il y a de l'impact. Ça reste néanmoins un processus. Vous savez, ces enjeux-là dépassent nos petits pays, entre guillemets, dépassent tout le continent parce que l'enjeu de l'immigration et de la mobilité se pose aussi dans d'autres horizons. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe au niveau des États-Unis où des populations de l'Amérique latine essayent donc d'immigrer. Donc c'est un phénomène global. Cela dit, le rôle du Massa, au-delà donc de la plateforme qu'il offre donc à nos artistes, à nos créateurs, c'est aussi de sensibiliser cette jeunesse-là qui a une puissance de création, qui a une puissance créatrice très très forte et lui faire comprendre que son intérêt peut être aussi de s'investir donc dans le secteur culturel parce qu'il peut en vivre, il peut créer de l'emploi, il peut se nourrir, il peut nourrir sa famille, il peut contribuer donc au développement de son pays. Quand cette prise de conscience est faite, nous pensons que la moitié au moins du chemin est fait parce que cela va permettre à ces jeunes de se sédentariser, de rester sur place et donc de créer pour que nos pays s'en sortent mieux. Alors, dernière question, c'est que
l'avant-dernière question, justement, parce qu'on va regarder un sujet tout à l'heure, vous allez donner votre avis. Le Massa 2024 est organisé après la CAN. J'imagine cette grosse pression que vous aviez, parce qu'il faut encore recevoir plusieurs visiteurs. Alors, dites-nous, le Massa, c'est le marché des arts, du spectacle. Quelles ont été les retombées pour nos artistes? Les retombées sont énormes, pas simplement en termes d'économie, mais aussi en termes d'instruction. Nos artistes et nos opérateurs ont été formés pendant le Massa. Donc, il y a eu ce transfert de compétences qui va rester parce que le cachet, il peut être important, mais il finit un jour. Mais quand le savoir, il est là, nous l'avons pour toujours. Pour revenir sur l'aspect économique, oui, nous avons eu pour la première fois de l'histoire donc de l'événement 106 programmateurs et acheteurs du monde entier, donc de tous les continents qui sont venus en Côte d'Ivoire pour rencontrer nos artistes, les artistes ivoiriens, mais aussi les artistes africains. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons organisé ce que nous appelons les B2B, qui sont les rencontres des business. 600 rendez-vous, je dis bien 600 rendez-vous ont été tenus. Et donc, cela augure de signature de contrats importants dans les jours à venir et les semaines à venir pour nos artistes. Et le Massa inspire? Le Massa a inspiré la CEDEAO qui a dévoilé son programme culturel. La communauté des États économiques des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture. On va regarder ensemble ce sujet qui est d'intérêt aussi et puis vous allez vous prononcer là-dessus. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest inscrit la culture au nombre de ses priorités depuis l'acte fondateur de l'organisation. Quoi de plus normal que la CEDEAO soutienne l'organisation du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Ces échanges avec la presse s'intègrent bien dans la dynamique. Nous sommes là dans le cadre du Massa, mais également dans le cadre de notre événement, de la visibilité, la promotion de notre événement qui est le Festival ouest-africain des arts et culture de la CEDEAO, ou plutôt de l'Afrique de l'Ouest, que nous co-organisons avec l'UEMOA et le gouvernement ivoirien. Et donc le Massa pour nous est une excellente vitrine et un événement majeur de notre région que nous avons toujours accompagné du mieux que nous pouvons. Et cet accompagnement est celui de l'émulation en plus de l'apport financier. À ce Massa 13, pour la 4e fois, les meilleurs jeunes humoristes et slameurs seront récompensés. Pour ce qui est du Festival ouest-africain des arts et de la culture, l'EcoFest aura lieu à Abidjan en septembre prochain. C'est un événement fédérateur. Nous voulons promouvoir l'intégration. Qu'est-ce qui est important pour une communauté économique régionale, quelle qu'elle soit la CEDEAO, la SADC ou n'importe quelle communauté économique régionale, c'est s'assurer que les peuples se sentent libres, tant du point de vue de leur déplacement, de leur mobilité, tant du point de vue économique. Avec la presse nationale et internationale, plusieurs questions sur les fonctions de l'organisation ont été abordées. Rappelons que la participation de la CEDEAO au Massa s'inscrit dans l'axe stratégique relatif au développement des industries culturelles et créatives. Alors, dites-nous, monsieur le directeur général, c'est une belle initiative qu'entame la CEDEAO. Exactement, d'accord avec vous, parce que c'est aussi une reconnaissance du travail qui est fait en Côte d'Ivoire pour promouvoir l'art et la culture. Parce que ces choix-là, pour moi, est une finalité de tout un processus qui a été lancé par le gouvernement ivoirien à travers le Massa, mais aussi à travers d'autres initiatives. Cela veut dire que la CEDEAO est consciente de ces efforts-là et aujourd'hui, elle vient en Côte d'Ivoire pour célébrer la région, pour célébrer nos créateurs ouest-africains. On ne peut que s'en réjouir. Voilà. Et voilà, il y a une grande innovation pour cette édition, c'est que l'initiatrice du Massa a un prix qui va porter son nom. Exactement, nous allons donc décerner demain le prix féminin qui va porter le nom de notre grande chancelière honoraire, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Donc voilà, un groupe artistique féminin où une femme va recevoir ce grand prix pour son œuvre artistique pendant le Massa. Et je profite de votre antenne pour encore une fois remercier cette grande dame qui a été l'initiatrice de beaucoup de choses dans notre pays, que ce soit le Palais de la Culture, que ce soit l'INSAC, que ce soit le Massa. Donc à un moment donné, il était important que nous, qui sommes dans le milieu culturel, nous puissions la glorifier, l'honorer. Et ce prix-là va porter son nom et il sera décerné demain au Palais de la Culture. Vous avez fait une mention spéciale aussi à la Corée du Sud, au Rwanda, même la RTI aussi.
Exactement. La RTI, notre diffuseur officiel. Donc, je tiens encore une fois à remercier Monsieur le directeur général de la RTI, mais toutes les équipes, vous avez été juste extraordinaires sur toutes les scènes. Et grâce à vous, nous pensons que le Massa aura des archives, parce que c'est cela aussi l'enjeu, aura des archives pour les générations à venir. Et dans 20 ans, 30 ans, nos enfants pourront dire, voilà ce qu'était le Massa en 2024. Le Massa, c'est aussi de gros moyens financiers. Qui finance le Massa? Le Massa est essentiellement financé par la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que nous le disions parce que c'est un effort important qui est consenti donc par le gouvernement ivoirien. Je profite pour remercier non seulement le chef de l'État, mais aussi tout le gouvernement pour cette envie, et c'est un signal que ce pouvoir-là envoie aux créateurs, aux artistes, aux professionnels des arts pour dire qu'ils considèrent, ils pensent que le développement peut aussi passer par là. Et je finirai sur une chose. Pour la première fois, la culture est inscrite dans le plan national de développement et dans le premier pilier. Donc, il y a déjà ce signal politique fort, mais il y a aussi ce signal politique du point de vue financement, et donc qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'accueillir l'Afrique et d'accueillir le monde. C'était Abou Konaté, DG du Massa. Vous donnez rendez-vous demain pour la clôture? Pour la clôture à 19h. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout à fait. Et 2026 sera meilleur que 2024. Merci beaucoup, Monsieur Abou Konaté. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir reçus. Voilà, et sans surprise, nous allons terminer par les États-Unis. L'adhésion des Palestiniens à l'ONU a été bloquée par Washington. Washington, donc, qui a imposé son veto hier lors d'un vote au Conseil de sécurité. L'adhésion est pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Ils sont soutenus par Israël, mais 12 des 15 pays membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de cette résolution présentée par l'Algérie. Pour la majorité des pays, la création d'un État palestinien indépendant constituerait un gage de retour à la paix dans la région. Les Palestiniens, pour l'instant, notez-le, conservent un statut d'État non membre observateur à l'ONU. Fin de ces 20h, on se retrouve demain à la même heure sur ce même plateau et sur la même chaîne. Prenez soin de vous et notez que demain, vous êtes conviés au Massa 2024 qui referme ses portes.